bienvenue à 100% Foot, vous êtes sur Equinox Télévision. Depuis que le Cameroun a fait un bond d'une place au classement FIFA, celui du mois de mai en cours, 51e contre une 50e place au mois d'avril dernier, eh bien, les Lions Indomptables vont retrouver de l'activité à travers la période de FIFA. Le match amical contre le Burkina Faso se dispute le 27 mai prochain du côté de Paris. C'est en France, le Cameroun qui va affronter le Burkina Faso. Alexandre Belinga qui a rendu public une liste de 23 joueurs depuis la fin de la semaine dernière, avec le retour d'Ambroise Oyongo Bitolo, mais aussi les absences. Christian Bassogo, Ngande Gadui, par exemple, ne feront pas partie de cette expédition de Paris en France pour affronter le Burkina Faso le 27 mai prochain. Nous parlerons dans cette édition de 100% Foot de la qualification des Lions Juniors au 3e tour des éliminatoires de la CAN de cette catégorie. Une CAN qui se dispute en 2019 au Niger. Des nouvelles également du championnat Elite Tour qui reprend de l'activité ce mardi avec la première journée de la phase retour, 16e journée de manière globale de Betty de Bamenda qui est toujours en tête et qui veut absolument retrouver le championnat de première division à l'issue de cette saison, au même titre que le canon sportif de Yaoundé. Nous vous donnerons également des nouvelles du championnat Elite One qui était en trêve, une trêve le temps d'un week-end, le temps de célébrer la 46e édition de la fête nationale de l'unité. De tous ces sujets, nous en parlons ce soir avec nos invités. Ils sont tous deux dans le monde des entraîneurs de football. D'abord Clément Zico, que vous connaissez très bien puisqu'il est consultant sur Equinox Télévision. Bonsoir Clément. Bonsoir Hippolyte, bonsoir aux copanelistes, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Tabé Georges Alain qui a atterri ce soir et qui est venu pour accompagner à sa dernière demeure son père. Et la 4e se tiendra auprès de lui pour lui donner de la force. Le coach Jokam est également avec nous en plateau, éducateur de football. Bonsoir, merci d'être en plateau ce soir. Merci Sylvestre, bonsoir et très heureux d'être parmi vous. Je dis un bonsoir particulier à ma maman qui était toute joyeuse lorsque je sortais pour arriver ici. Et je ne savais pas que j'allais me retrouver partager un même plateau avec quelqu'un qui m'a vu pousser mes premiers cris dans le monde de l'entraînement. Bonsoir encore Clément Zico. Je vous en prie. Puisque vous êtes les enfants de la même maison, je rappelle que vous êtes éducateur de football à la CAISA, la Cadi Sport Academy, qui a formé plusieurs internationaux camerounais, parmi lesquels l'actuel capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun, Benjamin Mou-Kandjo. D'entrée de jeu avec vous, cette qualification des Lions de moins de 20 ans pour le 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN de cette catégorie qui se dispute l'année prochaine au Niger face à une équipe ougandaise quand même qui a bien manœuvré à domicile au match aller mais qui s'est fait reprendre par les Lions à Yaoundé vendredi dernier. Bien sûr, c'était un très beau match du côté de Yaoundé malgré cette souffrance-là dont on a dû passer par là pour pouvoir gagner ce match-là. Surtout qu'après la défaite du match aller chez eux en Ouganda, à Kampala et lors du match retour à Yaoundé, c'était pas un match assez facile, mais nous sommes très heureux et nous souhaitons vraiment que ce travail-là soit beaucoup plus fait pour que nous n'en arrivions plus là parce que à partir jusqu'au niveau des tirs au but, c'est généralement des montagnes russes et ça fait très mal au ventre. Et parlons donc du plat d'entrée de cette édition de 100% Foot, le match amical du 27 mai prochain à Paris en France. Le Cameroun qui va affronter le Burkina Faso en amical. C'est la période FIFA. Les deux sélections ne sont pas qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde, la dernière. Désiré Diankam, si tant il est vrai qu'on est dans l'esprit déjà de préparer la CAN 2019 qu'organise le Cameroun, en même temps il y a une question qui peut s'imposer, celle de savoir à quoi sert finalement le CHAN. On a une équipe à prime qui était au CHAN, même si elle s'est cassée le nez de ce côté, mais a priori ça devrait être un vivier tout de même là où le sélectionneur ou le futur ou celui qui est en place par intérim pourra aller chercher pour pourquoi pas essayer de renforcer quelques compartiments pour la prochaine CAN. Je pense que c'est notre véritable problème. Notre véritable problème, c'est en ce sens que à chaque fois, nous avons toujours des générations spontanées chez nous. Et ça fait très mal de le savoir. Une éternelle reconstruction. À chaque fois, c'est toujours ça. Et vraiment, ça fait très mal. Ça fait très mal de le voir. Pourtant, il y a des voisins qui sont carrément en train de faire mieux. Nous, on a tout le potentiel. On a tout pour mieux faire. Mais je ne sais pas si on s'arrange à ne pas bien faire. On a des sélections qu'on a à part ce match-là où nous savons très bien que nous n'allons pratiquement
pas gagner grand chose dans ça. On gagnerait à mieux organiser notre équipe. Ça va faire bientôt 2 ans, comme le coach Clément le soulignait tout à l'heure, qu'on a remporté une Coupe d'Afrique et pratiquement rien n'est fait. Si on demande à un journaliste de nous dire, par exemple, qu'il essaye de nous proposer, ou bien même à un entraîneur de football, de nous donner un 11 type, qui peut faire, par exemple, si on me demande, par exemple, je vais aller au sujet, dit, donnez-nous un 11 probable de l'équipe de France. Moi, je peux donner. Mais si on me demande de donner un 11 probable de l'équipe nationale du Cameroun, je pense que je vais réfléchir. Parce qu'il y a un turnover tout le temps. À chaque fois, c'est ça le problème. Ça change tout le temps. Et à chaque fois, si on continue à changer comme ça, que l'on ne mette pas une politique sérieuse sur pied de développer le football jeune, on sera toujours dans des éternels recommencements. Clément, peut-être plus beaucoup de temps, mais oui, quelques mois aussi hein, pour le sélectionneur en place et peut-être celui qui arrivera très bientôt pour découvrir d'autres joueurs. Peut-être c'est aussi ça le risque. Belling est en train de construire un groupe. Il y a un risque que celui qui arrive ne se contente pas de ce groupe, qu'il veuille découvrir d'autres joueurs. C'est ce que je disais à demi-mot. C'est ce que je disais à demi-mot. Quand on a une sélection sous la main, si on est nouveau, la première chose, c'est de construire le groupe et apprendre à le connaître. La deuxième, c'est de lui donner une fonctionnalité. La troisième, c'est d'aller à la conquête des titres de la compétition. Il se trouve qu'à l'état actuel des choses, nous n'avons pas de sélectionneur. Si on a un nouveau dans la maison, il ne va pas, on peut pas, tous les joueurs que Belling est en train de préparer, il ne va pas les remettre comme cela. Même s'il remet, lui-même, il fera son choix. Parce que si vous donnez les mêmes condiments à 2 femmes, elles feront 2 sauces de saveurs différentes. Ça veut dire que... Avec les mêmes condiments. Les mêmes condiments dans les mêmes quantités. Les mêmes condiments dans les mêmes quantités. Vous donnez à 2 femmes différentes, elles feront la sauce de 2 saveurs différentes. Simplement parce que c'est de l'art. Il faut que chacun y apporte du sien. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le temps de construire le groupe, le temps de le connaître, le temps de lui donner une fonctionnalité, le temps d'aller à l'abordage, vous voyez que c'est un peu difficile. Si je transporte un peu dans la Coupe du Monde, vous allez voir que nous sommes à moins d'1 mois de la Coupe du Monde. Il y a des sélections qui ont déjà retenu 23. On oscille entre 35 et 23. C'est quoi? C'est dire que les sélections qui prennent 23 vont déjà à la fonctionnalité. Les sélections qui prennent plus de 23 vont à la construction. Ils font à la fois la construction et la fonctionnalité avant maintenant de se lancer. Or, une équipe qui, au jour d'aujourd'hui, a déjà son ossature, ne fait que mettre les automatismes en place. Nous ne l'avons pas. Sérieusement, on n'a pas. Et même si on peut mettre l'automatisme, comment? Puisqu'on n'a pas de joueurs. Celui qui va venir va choisir. Il va choisir. Automatiquement, il va choisir. Il ne va pas prendre tout le monde. Il va choisir. Donc, le temps de construire, le temps de donner la fonctionnalité et le temps maintenant d'aller à l'abordage. Et en allant à l'abordage, il faut regarder les challenges que nous avons devant. Nous sommes tenants du titre. Nous jouons à domicile. Ces deux challenges-là sont suffisamment élevés pour qu'on se donne beaucoup plus de sérieux pour organiser les choses. Malheureusement, on nous dit nous sommes maîtres du temps. Ok, attendons. Tombons dans cette léthargie. On verra qu'est-ce qui va arriver. Mais maintenant, le choix de l'adversaire, Désiré Diomkam, le Burkina Faso, pas qualifié pour la Coupe du Monde, engagé dans les éliminatoires de la CAN 2019 qui doit se disputer au Cameroun, une CAN qui elle est déjà acquise sur le plan de la participation pour le Cameroun, même si le procédé de la CAF veut que le pays organisateur désormais participe aussi aux éliminatoires pour se préparer. Et moi, j'aimerais bien savoir si c'est le Cameroun qui a demandé ce match ou bien si c'est le Burkina Faso qui a demandé ce match. Bon, c'est une très bonne chose, mais moi, je ne cesserai jamais de le dire. On a tout pour réussir dans ce pays, surtout en termes de football. On a tout pour réussir, on a les espaces, on a les infrastructures, mais notre véritable problème se situe au niveau de notre politique de gestion. On a une politique qui est mise en place qui ne fonctionne pas depuis. Depuis tout petit, on regarde la même chose, ça ne fonctionne pas, nous sommes en train de grandir, ce n'est toujours pas en train de fonctionner et on se demande bien quand ça va fonctionner. On se demande bien quand. Donc, c'est un match amical qu'on va regarder, nous sommes déjà pratiquement à quelques mois déjà de cette compétition où on doit déjà être sérieux, mais nous sommes toujours en train de rechanger. Nous ne savons pas qui sera notre entraîneur lors de cette phase-là. Nous sommes
tout le temps en train de toujours vouloir recommencer. Et ça fait vraiment mal au ventre, comme je disais tout à l'heure. Dans quelques semaines, on sera à 1 an, très exactement, hein, puisqu'on sera déjà au mois de juin et que la CAN 2019 se dispute en juin au Cameroun, dès le mois de juin au Cameroun. Voilà, après ce match amical entre le Cameroun et le Burkina Faso, on va rester avec les lieux indomptables, mais ceux de l'ancienne génération, de l'ancienne technologie, si vous le voulez, pour rester aussi collé à l'actualité. Ce match de gala entre les anciens internationaux camerounais et les anciens internationaux français de l'équipe de France, bien évidemment, qui se mobilisent pour dire non aux morts subites dans les stades et pour matérialiser leur combat. Les anciennes gloires de ces deux sélections livrent un match de gala le 9 juin prochain au Centre sportif Nelson Mandela à Sarcelles en France. Une véritable lutte contre les maladies cardiovasculaires chez les sportifs professionnels ou amateurs. L'événement, le gala, a été baptisé « Les gestes qui sauvent sous la houlette », bien évidemment, bien évidemment, qui est sous la houlette aussi de cette initiative-là. Clémence Eco, une belle initiative quand on sait que ces dernières années ont été plutôt dramatiques pour les footballeurs qui, a priori, bénéficient de toutes les attentions sur le plan médical, mais qui malheureusement se sont écroulés à plusieurs reprises sans jamais se relever sur les aires de jeu. Oui, nous savons que le sujet le plus à risque pour ces accidents-là, c'est le sportif lui-même. Parce que lorsque vous entrez dans un choc, vous n'êtes pas à l'abri. Et l'activité est faite telle que si vous ne vous donnez pas l'hygiène de vie nécessaire, vous pouvez être sujet à risque. Vous pouvez être exposé à ce type de maladie si vous n'êtes pas informé du comportement que vous devriez avoir. Et au-delà de cela, il faudrait aussi que les joueurs soient éduqués sur le geste de secours qu'il faut poser en pareille circonstance. Je me souviens encore quand Ekin, père à son âme, est décédé, on s'était rendu compte que les 10 secondes qui ont suivi sa chute, si le joueur qui était venu constater savait exactement ce qu'il fallait faire, il suffisait de le mettre en position latérale de sécurité et le mettre la tête en hyper-extension, qu'on aurait pu le sauver. Parce que 10 secondes plus tard, c'est déjà un peu... 10 secondes après, c'est déjà un peu tard. Donc, au-delà de faire un match, parce que même en jouant, on s'expose à nouveau, parce qu'encore eux qui, hier, ont beaucoup joué et qui, pour le moment, ne jouent plus suffisamment. Est-ce qu'eux-mêmes, ils se sont donné les moyens de se mettre à l'abri de ce risque-là? Déjà, eux, ils s'exposent au danger. Et ils l'ont fait assez. Oui, attention, je dis le sujet le plus à risque, le plus exposé, c'est le sportif. C'est le sportif. Parce que la cardiovascularisation du sportif de haut niveau a ceci de particulier que si ce n'est pas bien fonctionnel, vous pouvez bien paraître bien portant. Pourtant, il y a un souci. Donc, c'est bien d'attirer l'attention du public sur cette maladie-là. C'est bien d'enseigner les gestes qu'il faut en pareille circonstance. C'est bien de susciter. Mais c'est mieux d'éduquer les sportifs aux gestes de premier secours qui peuvent mettre hors de danger. Parce que lorsqu'il y a un risque, lorsqu'il y a un risque de... on dit quoi? Lorsqu'il y a un risque, il faut que le sportif qui est à côté soit capable de poser le geste juste. Qu'il soit le premier secouriste. Oui, qu'il soit le premier secouriste. Mettre un individu en position latérale de sécurité ne demande pas que vous soyez médecin. Il suffit simplement d'identifier la situation dans laquelle l'accidenté est et de savoir que ce qu'il faut faire. s'il est inconscient, mais s'il respire, au moins ça vous pouvez. Comment est-ce que savoir qu'il respire? Vous rapprochez votre main de sa narine, vous allez sentir qu'il est en train de respirer. Ou bien vous tâtez le pouls. Là, il est en train de... Le cœur bat encore. Mais maintenant, comme il est inconscient, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter, par exemple, que la langue tombe dans le carrefour pharyngien, là. C'est pour cette raison qu'il faut mettre la tête en hypertension. Ça, ces petits gestes-là, on n'a pas besoin d'être médecin pour le faire. Donc, il faut plutôt... mais on a besoin de les connaître. Il faut les connaître et de les pratiquer. Parce que ce geste-là est plus utile lorsque le sportif tombe
le soin que le médecin pourra venir faire après, si un temps soit on a la chance de l'amener encore vivant. Parce que si après on a amené, il est plus vivant, vous allez amener un cadavre. Il ne faut pas être médecin pour faire le constat que quelqu'un est mort. Et on va le revoir sur les images du beau monde, hein, de grandes figures du monde du football pour porter cette initiative. Côté camerounais, ancien lion indomptable Cyril Makanaki, qui était de la QV 1990 en Italie. On a également Bernard Tuton. Du côté français, vous voyez par exemple Christian Carambeu et même le papier Luxonor qui sera de la partie. Cyril Makanaki avec sa babichette, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas aperçu. Mais Cyril Makanaki va bel et bien jouer ce match. Lilian Thuram également, champion du monde 98 avec les Bleus de France. Il est Govou et Jean-Alain Bousson. Et on constate qu'ils sont tous à la limite en surcharge pondérale. Ça veut dire qu'ils ont plus de poids. Et c'est déjà, c'est déjà un facteur de risque pour les accidents cardiovasculaires. C'est déjà un facteur de risque, la surcharge pondérale. Mais bien sûr qu'ils ne vont pas jouer 45 minutes. C'est un peu comme vous êtes vétéran, Clément. Vous jouez souvent avec les Warriors. Même les vétérans, oui. Non. Lorsqu'on veut faire une campagne de sensibilisation, il faut éviter de faire des choses de la manière qui ne conviennent pas. C'est vrai, on est en train de vouloir prémunir les sportifs sur les accidents cardiovasculaires qui débouchent sur la mort subite du sportif. Maintenant, il faut expliquer clairement quels sont les facteurs risques. Ce sera cette occasion. Oui. Et ensuite, la semaine qui va précéder cet événement, c'est vrai, je dis, sur le plan marketing, l'image des personnes qui se mettent en avant porte, parce que c'est les grands sportifs de haut niveau que tout le monde a connu. L'image porte. Sur le plan marketing, l'image porte. Mais maintenant, derrière, il faut se faire accompagner par une horde de médecins et de secouristes pour véritablement qu'à la sortie de cet événement-là, qu'on ait au moins réalisé les objectifs qu'on s'est assigné au départ. Et justement, c'est un événement qui se prépare depuis plus d'1 an et il a fallu se rapprocher de toutes ces anciennes gloires du monde du football, que ce soit camerounais ou encore français, qui ont dit leur oui. Il y avait bien évidemment des garanties médicales et tout. Il y a des médecins, vous avez vu par exemple l'ancien arbitre international français Alain Sars, qui avait dirigé les finales de Ligue des Champions 2005 et 2006, qui sera l'arbitre de ce match. Désiré Diokam, vous qui êtes éducateur de football, vous travaillez avec les plus jeunes. À votre niveau aussi, c'est des gestes qu'il faut maîtriser. Hein. Bien sûr, ce sont des gestes que l'on maîtrise le plus. D'ailleurs, j'ai eu cette chance-là, comme je disais, de commencer avec un enseignant d'EPS. C'est une très grande chance pour moi d'avoir connu le coach Clément Zeko, parce que avant même que l'on aille en stage, pour que l'on nous apprenne la position latérale de sécurité, je la connaissais déjà quand je faisais mes stages au sein des Astres de Douala. Donc, c'est inévitable, c'est quelque chose dont tous les éducateurs de football, parce qu'on fait souvent cette part des choses-là, mais l'éducateur de football et l'entraîneur de football, il y a un très gros travail qui est beaucoup plus fait au niveau de l'éducateur de football. Parce que lorsque nous sommes avec les plus petits, ces gestes-là, nous sommes obligés de les connaître. Nous sommes obligés de les connaître, et à partir du moment où vous maîtrisez ces gestes, c'est tout un avantage. Avec aussi, comme les vétérans, le risque est élevé parfois aussi? Non, pas trop élevé en tant que tel, mais chez les jeunes, l'on en retrouve souvent parce qu'il y a des enfants. À partir du moment où on pratique le sport, on s'expose. Il y a des chocs. On s'expose, on peut avoir collision tête contre tête, on peut avoir genou contre tête, on peut avoir poitrine contre tête. Il y a énormément de collisions que l'on puisse avoir, mais c'est pourquoi il faut maîtriser tous ces signes-là, surtout la position latérale de sécurité, qui est vraiment quelque chose dont je pense que tous les éducateurs fédéraux maîtrisent déjà ça. Et donc normal qu'après cela, qu'ils gagnent beaucoup de millions après. Hein. Oui. Parce que les risques sont aussi élevés. Oui, d'accord, mais c'est un peu trop dit. Mais j'aimerais bien m'appesantir sur ce match-là, juste pour avoir une pensée. Je ne vais pas prononcer le nom de l'ancien lion, mais on a un ancien lion indomptable qui est cloué du côté de l'hôpital à Quintini, qui est aussi très malade, et ça fait du mal d'entendre qu'un ancien lion est cloué à l'hôpital. Mais allez-y, il faut donner son nom. Pour moins de 800 000 francs, je pense que si l'on se rend du côté de l'hôpital à Quintini, à la chambre 35, l'on va retrouver cet ancien lion, et ça fait très mal de voir une ancienne gloire. En tout cas, Désiré Diokam préfère ne pas, de toutes les façons. Merci d'être en plateau ce soir. Après donc les seniors, on va parler des juniors qui sont qualifiés pour le 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN de leur catégorie. Elles se disputent
L'année prochaine, au Niger, les Camerounais ont été battus en match aller 1-0 à Kampala en Ouganda. Et le match retour, c'était vendredi dernier au stade Omnisport Amadou Aïdou de Yaoundé. Les Lions ont réussi à rattraper ce but. Ils sont imposés dans le temps réglementaire 1-0. Et les arbitres du match ont désigné immédiatement la séance des tirs au but. Et lors de cette séance, les Camerounais sont imposés 5 tirs contre 4. Oui, mais il y a quelque chose qui me chagrine un peu dans la manière de donner l'information. Est-ce que ce sont les arbitres qui ont décidé, ou bien le règlement au départ avait voulu qu'en cas d'égalité, qu'on passe directement au tir au but? Parce que voilà la précision qu'il faut faire. Parce que les arbitres ne décident pas. Le règlement donne les deux possibilités et les arbitres font le choix. Ah bon. Mais maintenant, disons que les Lions ont été battus à domicile. Chaque sélection a fait prévaloir. Les Lions ont gagné à domicile. À domicile, ont été battus à domicile. À l'extérieur. À l'extérieur, oui. Et chacun a fait prévaloir la loi du domicile. Ils sont revenus très tôt à la marque, mais malheureusement n'ont pas réussi à faire le pas qualitatif, ce qui pouvait les faire gagner dans les 90 minutes. On est tout heureux de savoir qu'au bout de la séance de tir au but, ils ont été plus adroits parce que marquant 5 sur 4. Pour 4 contre pour l'Ouganda. Maintenant, l'étape qui suit est l'étape qui sera vraiment difficile parce qu'ils auront à voir au Mali. Et nous savons que le football malien, le football jeune malien est un football porteur qui est en nette expansion. Il faudra donc qu'on s'y prenne vraiment bien et qu'on se prépare davantage. Et en Afrique de l'Ouest, ils ont de très belles générations chez les jeunes. Oui, bien sûr. C'est pratiquement l'Afrique de l'Ouest qui est, je vais dire, la seule Afrique qui peut rivaliser avec l'Afrique blanche dont on dit le côté maghrébin. Pour faire beaucoup plus sérieux, je pense que le Mali, le Sénégal, ce sont vraiment des nations qui prennent en compte le football jeune. Et je le disais ce matin dans un forum de techniciens, de footballeurs, pour faire comprendre que le Mali n'est plus au niveau de l'entraînement du footballeur. Le Mali est déjà au niveau de la nutrition du footballeur. Je ne sais pas si on essaye un peu de voir l'écart qu'il y a déjà entre le Mali et nous. Allez-y, édifiez-nous. Oui, eux, ils sont déjà engagés dans des discussions concernant la nutrition du jeune footballeur en centre de formation. J'ai eu la chance de tomber sur un document qu'un Malien m'a partagé. C'est vraiment... Lorsque l'on voit leur jeu, lorsque l'on voit leur comportement, je pense que nous sommes tellement en retard. Mais comme je le disais tout à l'heure en introduction, on a des potentialités, on peut mieux faire, mais on a comme impression qu'on s'arrange à ne pas bien faire. Le Mali, dans ce match, je pense qu'on devrait encore mieux se préparer parce que faire un but à Kampala et revenir faire un but et aller s'imposer au niveau des tirs au but, je pense qu'il y a forcément des choses qui n'ont pas marché. Et si on se comporte de la même façon face au Mali, je pense que ça va durcir un peu. Et le Mali, lui, qui a filé 6 buts à la Tanzanie en aller-retour. Oui. C'est un adversaire a priori plutôt costaud. C'est pour cette raison que moi je sonne les Lions juniors. Je tire la sonnette d'alarme à partir de maintenant parce que je sais que l'étape qui va suivre ne sera pas aussi aisée. Bon, c'est vrai que la précédente n'a pas été tout aussi aisée, mais le Mali a des arguments pour nous inquiéter. Raison pour laquelle il faut qu'on s'y prenne assez tôt. Raison pour laquelle il faut qu'on se prépare suffisamment pour pouvoir répondre de l'invitation de Niger de l'année prochaine. Donc il faut qu'on se prépare véritablement. On a déjà une équipe, on a déjà on l'a vu, elle n'est pas mauvaise, mais maintenant il faut qu'elle soit beaucoup plus huilée avec des automatismes qui pourront permettre de porter du danger et même de soutenir les fougues qui pourraient venir du côté du Mali. Ces deux types d'animation sont importantes. Et sont importants, mais maintenant pour les avoir, il faut être capable de les répéter aux entraînements. Il faut pouvoir se regrouper. Et nous savons tous que ce n'est pas la chose la plus aisée. Considérant le contexte drastique qu'il y a au Cameroun ces derniers temps, avec toutes les exigences que cela comporte, on peut, au-delà à la faveur, par exemple, du marasme économique, réduire le temps de préparation. Ce qui est important, ce serait d'élargir le temps de préparation. Encore que pour l'essentiel, ces jeunes-là sont sur le territoire.
Et maintenant, on va certainement rester dans le monde du football, mais dire que le football était bel et bien présent dans la célébration de la 46e édition de la Fête nationale de l'unité à Douala. Lors du défilé à la place de la BCK, il y avait deux carrés qui étaient consacrés à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et on a vu des anciens internationaux, à l'image tel que Eugène Keke, qui conduisait l'un des carrés. On a également aperçu un arbitre international, Mekwande Evariste, habitué des phases finales de Coupe du Monde. Là, vous voyez l'un des carrés de cette consacré à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec des jeunes qui jonquent le ballon. Le Cameroun a déjà cette Coupe d'Afrique des Nations en mémoire. On ne reviendra pas sur l'état d'avancement des différents chantiers. On aura l'occasion de faire le point très prochainement puisqu'il y a la 3e mission d'inspection de la CAF qui est annoncée le mois prochain. Oui, on devrait être à une étape très avancée sur le plan sportif. Parce qu'il faudrait déjà que la mémoire collective comprenne qu'il y a un événement qui arrive. On doit le répéter, répéter pour que tout le monde comprenne qu'effectivement, nous sommes en attente de quelque chose qui sera, je vais dire quoi, qui portera notre image. Donc c'est déjà bien de les faire défiler, de faire voir ce ballon, mais c'est encore mieux de répéter en d'autres circonstances. Parce que véritablement, il faut ancrer ça dans le subconscient collectif. Il est arbitre assistant international. Il est habitué des phases finales de Coupe du Monde, en tout cas chez les plus jeunes comme chez les seniors élitaires. Au rendez-vous du Brésil, habitué des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, Mekwande Evariste qui a été honoré le 20 mai dernier dans la ville de Douala. Ça fait 2 médailles déjà pour l'arbitre international. Par ailleurs, fonctionnaire de police dans sa vie en dehors des stades. Il est fonctionnaire de police d'abord. Mekwande Evariste qui s'est vu accrocher une seconde médaille. C'est une distinction que l'on fait à ceux-là qui ont au moins 10 ans de service sans blâme ni sanction dans les rangs de la police. Ça veut dire qu'elle est exemplaire. Comme quoi le côté sportif, ça aide aussi à être discipliné. Oui, il est discipliné. Félicitations pour sa 2e médaille. Il a rempli les critères, parce que les critères d'octroi de cette médaille sont ce que vous venez de dicter là, vous venez de lire. Il les a remplis. Et ça veut dire qu'au-delà du fait qu'il soit sportif de haut niveau, parce que par moment on peut laisser monter la moutarde simplement parce que comme on a l'occasion d'aller à l'extérieur faire des prestations et comme on est déjà suffisamment populaire et comme on a une assise sur le territoire, on a l'impression qu'on est au-dessus de sa hiérarchie directe. Il faut toujours se soumettre à sa hiérarchie directe, exécuter les tâches pour lesquelles vous êtes appelé et ensuite maintenant remplir progressivement ainsi les conditions qui peuvent vous amener à obtenir des médailles. C'est une manière de distinguer le bon du mauvais fonctionnaire. Mekwande Evariste qui est donc arbitre international, arbitre FIFA et même à la Confédération africaine de football qui fait la fierté du Cameroun comme d'autres internationaux, du sifflet au Cameroun, Mandeng Bakali, Toke Thierry, Tezombon Karine, Noupoué Elvis Malsoulé, Yanoussa Moussa, Alioum Sidi, lui également habitué des grands rendez-vous et Belé d'ailleurs parlant précisément d'Alioum Sidi et de Mekwande Evariste, Désiré Djonkam, ces 2 arbitres qui avaient pourtant l'habitude d'être dans les grands rendez-vous seront absents de la prochaine Coupe du Monde en Russie. Il n'y aura pas d'arbitre camerounais ni d'arbitre assistant à cette Coupe du Monde. Je pense que le Cameroun n'y est pas. Les arbitres aussi n'y sont pas. Non, juste mais c'est pas ça le critère. Parce qu'à le dire comme ça à la maison, certains peuvent croire que c'est ça le critère, qu'il faut absolument que votre équipe soit qualifiée. Non, c'est forcément une grosse perte pour nous. Ça prouve combien de fois notre football est vraiment en baisse, puisque la dernière fois on les avait tous du côté de cette Coupe du Monde là, mais pour cette fois-ci nous ne sommes pas en train de les avoir. C'est dommage, c'est dommage pour notre football. Peut-être l'arbitrage au Cameroun a encore des efforts à faire, mais ça ne veut pas dire que la médiocrité atteint le paroxysme. Parce que si on se rappelle, en 2014 au Brésil, la France était dans la même situation. La France n'avait pas d'arbitre en Coupe du Monde. Oui, il y a des tests de sélection pour pouvoir le faire. Il faut passer les tests. Il faut remplir certaines choses. Il faut passer les tests. Et quand vous ne les passez pas, vous ne parviendrez pas. Et chaque fois, il y a une notation qui est faite par votre fédération et maintenant à l'international, la même notation est prolongée et sur la base des notes que vous obtenez, on peut vous sélectionner pour le test et maintenant si vous ne passez pas le test, vous n'avez pas passé le test. Les Camerounais ont plusieurs fois eu l'occasion d'aller
à la Coupe du Monde parce que la prestation qu'ils avaient été de nature à les y amener. Aujourd'hui, s'ils n'y vont pas, c'est peut-être qu'ils n'ont pas rempli les critères, mais ça ne veut pas dire que la porte est définitivement fermée. Ils vont comprendre que c'est au bout de l'effort qu'il y a la récompense. Et si on comprend qu'on n'est pas récompensé aujourd'hui parce qu'on n'a pas fait l'effort nécessaire qu'il fallait hier, alors il faut se battre demain pour y repartir. Et puisque nous parlons déjà de cette prochaine Coupe du Monde, je vous propose d'abord de marquer une courte pause juste derrière. On va faire un décryptage minutieux des poules qui concernent les 5 pays qualifiés à cette phase finale de la Coupe du Monde Russie 2018. À tout de suite. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Et voilà, nous sommes bel et bien de retour cette fois-ci à l'antenne. Eh bien, cette Coupe du Monde, phase finale, le coup d'envoi sera donné le 14 juin prochain. Le pays hôte, la Russie, va recevoir l'Arabie Saoudite. Clément, avant que nous nous intéressions aux pays africains et à leurs adversaires respectifs en phase de poule, parlons de ce match d'ouverture. Russie, Arabie Saoudite. Ce ne sera certainement pas le meilleur match d'ouverture de l'histoire de la Coupe du Monde. Hein. Oui, sur du papier. Sur du papier, peut-être. Oui, sur du papier. La spéculation d'avant-compétition peut tenir compte de la forme antérieure des différentes équipes et de la participation aux différentes compétitions pour pouvoir dire un certain nombre de choses. Ça, ce sera de l'analyse et de la spéculation d'avant la compétition. Et maintenant, la réalité de la compétition étant toute autre, on va se rendre compte qu'il y aura des équipes sur lesquelles on sera en train de compter qui ne seront pas capables de résoudre et bien de répondre aux attentes placées en elles. Il y aura ceux qu'on avait jetés aux Antilles qui vont lever la tête. Et il y en a ceux qui vont rester les équipes moyennes. Donc, au départ, il se trouverait que la confrontation Russie contre Arabie Saoudite, sur le papier, ce n'est pas très élevé. On peut même déjà donner la Russie vainqueur par rapport à la qualité de l'Arabie Saoudite. Mais ce serait oublier que cette Arabie Saoudite ne participe pas pour la première fois. Elle y est déjà arrivée pratiquement 5 fois. Donc elle connaît déjà le fonctionnement en Coupe du Monde et quels sont les comportements qu'il faut y avoir. La preuve, c'est que dans la sélection, ils se sont rapprochés du chiffre 23 parce qu'ils ont retenu 28 joueurs pour cette campagne. Et quand vous vous rapprochez du 23, ça veut dire qu'effectivement, votre souci, c'est de la fonctionnalité. Vous voulez déjà roder votre équipe et lui donner des automatismes. Et on se rend compte que le compartiment dans lequel ils ont le plus sélectionné, c'est dans le milieu de terrain. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'en face, il y aura de l'adversité. Et comme ils sont petits poussés, à eux de résister. Si on les gagne, ce serait normal. S'ils résistent, ils pourront créer l'exploit. Donc, cette Arabie Saoudite, qui sur du papier paraît un petit pousset, peut, dans la réalité de la compétition, créer des surprises. C'est vrai que ce sera difficile parce que la Russie, jouant à domicile, aura un 12e homme. Et ce 12e homme sera d'une participation assez importante. Maintenant, on sait que la Russie a des arguments sur le plan individuel. Il y a quelques individualités dans l'équipe de la Russie qui peuvent, face à l'Arabie Saoudite, faire la différence. Donc, ce sera un match. Véritablement, ne parions pas encore sur sa médiocrité, mais laissons venir le 14 et nous verrons que on aurait peut-être très tôt vendu la chair de l'Arabie Saoudite avant de la voiture. Et l'Arabie Saoudite et l'Iran qui représentent les pays du Golfe à cette phase finale de Coupe du Monde, quand on sait que c'est cette partie du monde qui recevra la prochaine Coupe du Monde au Qatar en 2022, Désiré Djonkam. Dans ce groupe A, le groupe de la Russie, figure un pays africain vice-champion derrière le Cameroun, c'est l'Égypte de Mohamed Salah qui se lance dans cette Coupe du Monde le 15 juin contre l'Uruguay, qui est un sérieux prétendant au titre. Nous savons très bien que cette équipe d'Égypte n'est pas une novice. C'est vrai que ça fait longtemps, elle n'y a pas participé à cette Coupe du Monde, mais pour moi, c'est une équipe
qui va porter le flambeau de l'Afrique très haut, notamment avec Mohamed Salah. Nous savons très bien que les espoirs du football africain se reposent de manière individuelle sur Mohamed Salah. Donc pour moi, je pense que cette Égypte-là a des potentialités de pouvoir sortir de cette première phase-là. Pour moi, je vais bien voir, même comme le coach a dit qu'on ne vend pas la peau de l'Arabie Saoudite très tôt, pour moi, je pense que l'Égypte va sortir de ce premier tour et aller au prochain tour. Parce que dire sortir du premier tour, c'est comme si elle sera éliminée. Mais pour moi, je pense que l'Égypte va passer le premier tour. Dans cette équipe égyptienne, il y a la star africaine et même désormais mondiale, Mohamed Salah. Bon, on a vu les Pharaons en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment face au Cameroun. C'est une équipe où il n'y a pas de Salah dépendance. Hein. La Salah dépendance dans l'équipe de l'Égypte, ça n'existe pas. Tout le monde joue, c'est une équipe très joueuse. Il y a des joueurs qui sont assez polyvalents. On joue dans la cohésion. C'est une équipe qui évolue en groupe. Il n'y a pas une dépendance, Mohamed Salah, il n'y a pas une Mohamed Salah dépendance. Oui, et puis quand on regarde même le gardien, qui était pratiquement le doyen des gardiens à la Coupe et qui a une prestation qui ne témoignait pas de son âge, mais qui portait auréole à son expérience. Et qui sera la Coupe du Monde. Hein. C'est d'ailleurs le plus vieux joueur de cette Coupe du Monde. C'est pour vous dire qu'il y a des arguments. Mohamed Salah, c'est vrai, est l'étoile, est la star de cette équipe. Mais je ne pense pas qu'ils vont construire le jeu autour de Mohamed Salah. La preuve, c'est que dans leur sélection, ils ont fait un équilibre véritablement entre le milieu de terrain et la défense. Pratiquement 11 défenseurs et 10 milieux de terrain. Ça veut dire que ces deux compartiments-là, ils voudraient vraiment le renforcer davantage pour se donner les moyens de se mettre à l'abri de l'Uruguay. Parce que n'oublions pas que dans ce groupe, il y a l'Uruguay, il y a la Russie. Et l'Uruguay, avec ce que nous connaissons comme star, avec ce que nous connaissons comme le collectif de cette équipe-là, l'Uruguay de Suarez. Il faut se donner les moyens de stopper la foudre Suarez. Donc, l'Égypte, oui, l'Égypte est, sur le plan collectif, une nation qui peut nous donner. Mais malheureusement, cette Égypte-là, parfois pêche dans les hautes compétitions par son état d'esprit qui n'est pas toujours assis sur un vrai soubassement. Donc il faudra que... Peut-être au-delà du continent africain. Bien sûr, c'est ce que je veux dire. On va là à la Coupe du Monde. On va là à la Coupe du Monde. En Afrique, c'est vrai, à un moment donné, ils avaient assis leur hégémonie. Et même, ils ont failli la reconquérir. La dernière fois, nous était la présence du Cameroun. L'Égypte serait revenue après son éclipse et aurait repris le trophée. Ça veut dire qu'en Afrique, c'est clair, l'Égypte a ses bases. Mais maintenant, pour aller à la conquête du monde, la preuve, c'est que l'Égypte ne compte pas parmi les nations africaines ayant dépassé, comme le Cameroun, atteint le quart. Donc, il faut que cette équipe-là reste toujours dans son collectif, c'est vrai, mais le collectif seul va exiger un peu plus si l'état d'esprit est bien... Mais dans ce groupe avec la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay, vous voyez l'Égypte au second tour? Je vois l'Uruguay et l'Égypte se discuter une place. Pas la Russie, pays hôte. Oui, la Russie va passer. Trois équipes ne passent pas, coach. Non, il a parlé d'une dispute de place entre l'Égypte et l'Uruguay. Ça veut dire qu'il y a déjà une place qui est vacante. On libérera une place. Moi, personnellement, je libère une place. Mais coach, ça veut dire que vous êtes en train de vous contredire concernant l'Arabie Saoudite. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas vendre la peau de l'Arabie Saoudite très tôt. Oui, pour dire quoi? Quand vous dites que c'est une affiche qui n'a pas son éclat, non, ce n'est pas que ça. Il parlait précisément de ce match, de cette confrontation. L'éclat va y être. Mais maintenant, au finish quand même, on peut voir facilement la Russie. C'est ce que je veux dire. On ira voir au niveau de la bourse des valeurs FIFA. Voilà, à ce niveau, ça va peser. Et vous ne voyez pas l'Arabie Saoudite faire le poids sur la balance pour le second tour. Non, attendez, ne me prêtez pas ce que je dis. Je dis ceci. Ne vendons pas l'Arabie Saoudite moins cher. Contre la Russie. Contre la Russie. Parce que si l'Arabie Saoudite réussit le hold-up, c'est la Russie qui va courir après les autres. Parce que l'Uruguay et l'Égypte pourront se dégager et il ne leur faudra qu'un petit point sur la fin. Alors que la Russie sera obligée de faire un effort supplémentaire. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention dès l'entame. Et la Russie doit pouvoir prendre très au sérieux
ce premier match contre l'Arabie Saoudite, si un temps soit peu, cette Russie-là voudra exister dans sa compétition. Un autre représentant du continent africain à cette phase finale de Coupe du Monde est logé dans le groupe B, notre pays du Maghreb, c'est le Maroc. Le Maroc qui est vraiment dans une poule très très compliquée, on dira même la poule de la mort, mais... Avec le Portugal, l'Espagne et l'Iran. C'est une poule difficile vraiment à pouvoir expliquer, puisque le Portugal et l'Espagne visent pratiquement le trophée. Donc je pense que c'est une compétition qu'on va devoir regarder et pousser au maximum ces Marocains, mais comme le coach le disait si bien tout à l'heure, ne vendons pas aussi la peau du Maroc très tôt. Nous espérons que ce Maroc va aussi valablement représenter notre très cher continent et pouvoir pousser beaucoup plus haut notre continent, surtout pour le ranking FIFA. Et justement, après le tirage au sort, hein, le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, avait affirmé que tout le monde va au même pied d'égalité. Oui, et la preuve, Hervé Renard a pris un risque énorme. Il a sélectionné 23 joueurs. Donc il a déjà le groupe entre les mains. Maintenant, sachant qu'il y a l'Espagne et le Portugal, et considérant que l'Espagne et le Portugal sont constitués de joueurs de haut niveau qui ont joué le plus longtemps possible, nous sommes en fin de saison, ça veut dire que sur le plan physique, ils peuvent accuser quelques petits soucis. Maintenant, c'est sur le plan physique qu'on pourra voir la différence. Donc, si le Maroc réussit cette bataille sur le plan physique, je ne serais pas surpris de voir soit le Portugal, soit l'Espagne, ne pas véritablement marcher sur le Maroc comme on est en train de pouvoir le prétendre. C'est vrai que sur le papier, le Portugal et l'Espagne sont pratiquement qualifiés. Mais n'oublions pas qu'il y a le Maroc et même l'Iran, qui a été la première nation d'Asie à se qualifier pour cette compétition. Et depuis qu'elle s'est qualifiée, elle est en préparation. La preuve aussi, elle s'est rapprochée de 23. Elle a pris que 24 personnes pour aller en stage final pour cette compétition. Le Portugal champion d'Europe en titre, l'Espagne championne du monde 2010 et championne d'Europe également dans les parages. L'autre pays africain, voilà, maintenant on tombe dans l'Afrique noire pour l'instant, dans le groupe D, le groupe du Nigeria avec l'Argentine, la Croatie et l'Islande. Là aussi, ils ne feront certainement pas de cadeaux dans ce groupe. Ouais, c'est aussi difficile de pouvoir pronostiquer dans ce genre de poule, mais vivement, le Nigeria n'a pas fait une aussi mauvaise période ces derniers temps. Ils ont un groupe qui est assez jeune, et ils ont des footballeurs aussi bien talentueux sur le plan individuel, mais vivement, nous souhaitons que cette individualité-là soit rapprochée au niveau du collectif pour pouvoir permettre au Nigeria de pouvoir se battre dans cette poule-là, parce que dans cette Coupe du Monde-là, il n'y a vraiment pas de poule facile, il n'y a vraiment pas de poule facile. Les poules sont des poules de mort et nos pays africains sont partis se loger dans des poules aussi difficiles encore. Donc, vivement, nous souhaitons que cette compétition arrive beaucoup plus vite et que l'on en découle. Et les Super Eagles qui ont fait un parcours quasi sans faute lors des qualifications, en humiliant notamment le Cameroun à Oyo. Oui, si on prend les talents du Cameroun comme la valeur qui peut se donner ce que peut faire le Nigeria, on peut véritablement applaudir pour ce Nigeria-là. On peut aussi prendre le match amical qui a eu lieu entre le Nigeria et l'Argentine pour pouvoir... avec une victoire du Nigeria. Essayer de distribuer les points, mais simplement il faut faire attention. Il faut faire attention. L'Argentine comme le Nigeria sont un peu dubitatifs en cette période. L'Argentine a retenu 35 joueurs, le Nigeria 35 joueurs. Pourtant, on avait vu dans leurs matchs amicaux comme si les noyaux durs étaient déjà constitués. Donc on se serait attendu à ce que cette fonctionnalité soit déjà d'actualité. Il se trouve que en donnant cette fonctionnalité, on sera aussi en même moment en train de choisir les joueurs définitifs avec lesquels on pourra aller à l'abordage. Donc, en ne tenant compte que de cela, je pense que le Nigeria, l'Argentine, peut-être la Croatie, peuvent discuter les deux premiers points. Mais n'oublions pas que l'Islande, qui est aussi dans ce groupe, qui a fait une très belle Coupe d'Europe. Voilà, que l'Islande est en train de venir... il pourra être le petit larron qui pourra passer son chemin, simplement parce que si on le prend d'en bas
il pourra leur tenir la dragée haute. Donc, vous voyez que, bien qu'il y ait sur du papier des équipes qui ont la faveur des pronostics, il en existe aussi qui, si elles sont dans leur bonne forme, pourront poser beaucoup de problèmes. Éliminé en quart de finale lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations par le Burkina Faso, la Tunisie est dans le groupe G avec la Belgique, l'Angleterre et le Panama. Tunisie, Belgique, Angleterre, Panama. Belgique, Angleterre, Panama. Tunisie, c'est aussi une poule aussi difficile que ça. C'est vraiment compliqué de pouvoir expliquer certains choix lors d'une Coupe du Monde parce que toutes les équipes sont suffisamment bien organisées, mais vivement la Tunisie, nous savons très bien que c'est l'une des rares équipes dans ce côté maghrébin là qui est aussi super bien organisée en termes de football jeune aussi. Donc nous espérons que cette Tunisie-là portera très haut le flambeau africain aussi une fois de plus. Et la Tunisie qui a mené 18 des 23 joueurs qu'elle avait à la CAN en Coupe du Monde. Oui, ils travaillent avec une stabilité et ils ne font que renforcer les compartiments qui sont en manque. Bien qu'ils ont retenu 29 joueurs pour cette campagne de pré-compétition, il faut aussi comprendre que cette Tunisie, et c'était lors de la qualification, sur l'ensemble des équipes africaines, était la meilleure à la qualification. Donc la Tunisie a ses arguments. C'est vrai, il y a l'Angleterre, mais n'oublions pas que depuis un moment, le championnat anglais est très relevé, mais l'équipe anglaise n'est pas aussi flambante que on croirait. Donc il y a de la place. Il y a de la place pour l'Angleterre qui est la livrée, c'est 23. Oui, bien sûr. Il y a de la place. Il y a de la place pour la Tunisie, l'Angleterre et la Belgique. Bon, le Panama, bon, on peut toujours dans chaque... Vous voyez que le tirage global... La surprise de ce groupe G, hein, le Panama. Le tirage global est équilibré. Tous les groupes sont équilibrés. Il y a toujours quelques favoris. Il y a des gens qui peuvent sortir. Qui peuvent sortir du lot. Bon, il y a ceux qu'on a jetés aux Antilles, mais qui vraiment dans l'optique de participer. C'est vrai que le Panama, c'est pour la première fois que le Panama va arriver dans une Coupe du Monde. C'est dans l'optique d'apprendre. Hein, et ils ne vont pas se lâcher n'importe comment. Ils seront hyper défensifs pour limiter les dégâts. Mais n'oublions pas que quand on réussit à bien fermer la porte, on peut se donner l'occasion d'aller vers l'avant. Et si la moindre occasion, on est à droite, on peut faire très mal. Donc, dans ce groupe-là, il y a 3 bons prétendants. Et dans les 3 bons prétendants, on peut mettre la Belgique, la Tunisie, l'Angleterre. Et après, maintenant, que fera le Panama, l'autre ainsi. Très attendu, le Sénégal de Sadio Mané, la star de Liverpool, avec l'Égyptien Mohamed Salah. Eh bien, le Sénégal de Sadio Mané est dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie de Radamel Falcao et le Japon. Le Sénégal, pour moi, c'est pratiquement les mêmes joueurs qu'ils ont amenés à la Coupe d'Afrique qui sont dans le lot. C'est très bien pensé de leur côté aussi, surtout qu'ils n'ont pas fait une aussi mauvaise compétition. Nul aurait été la fatidique épreuve des tirs au but face au Cameroun avec Fabrice Ondoa qui nous a vraiment aidé ce soir-là. Oh non, vous n'allez pas enlever cette victoire au Cameroun. Donc comme vous dites que c'est une équipe aussi qui est très bien organisée, qui a déjà sorti ses joueurs, avec notamment ceux qui ont joué la Coupe d'Afrique. Ils sont pratiquement dans le lot. Ils ont essayé de renforcer. Nous voyons cette équipe-là. Il y a le Japon qui est aussi très bien. Il y a la Pologne, il y a la Colombie, mais je pense que le Sénégal aussi peut avoir son mot à dire. C'est pratiquement la poule où un Africain peut lever le doigt et dire je peux sortir premier de cette poule. Et justement, ils sont bien nombreux, les analystes qui estiment que c'est le pays africain le mieux, on va dire le mieux logé dans son groupe, avec des pays qui ne sont pas des favoris directs. Oui, il y a une petite chose qui me chagrine généralement avec le Sénégal, son état d'esprit. Le Sénégal a généralement de très bons joueurs, de très bonne qualité, mais devant l'adversité, il leur manque de faire ce petit pas qualitatif vers pour se soulever de l'obstacle. Le Sénégal a de la valeur. Et ils ont déjà, c'est vrai que toutes les équipes qui prennent 23 veulent la fonctionnalité.
mais il tutoie un peu l'avenir parce qu'une blessure peut survenir. C'est aussi vrai. C'est pour cette raison qu'il faut mettre une petite marge de sécurité. Mais ce Sénégal, dans ce groupe qui est vraiment ouvert, parce que toutes les 4 nations qui composent cette poule sont capables de passer. Que ce soit la Pologne, que ce soit la Colombie, que ce soit le Sénégal ou le Japon, tout le monde peut passer. Mais maintenant, quand c'est ouvert, c'est à l'entame qu'il faut faire la différence. Dès que vous faites la différence à l'entame, vous êtes capable d'aller un peu plus loin. Nous souhaitons que ce Sénégal soit dans son allant de souvent, c'est-à-dire avec sa fonctionnalité que nous lui connaissons. Mais maintenant, doter un peu plus d'un état d'esprit de revanchards et de grincheux qui veulent vraiment en découdre. Nous les avons vus contre la France, je crois que c'était en 2002. En 2002, ils atteignent les quarts de finale du Sénégal. Les Sénégalais. Ils avaient osé, ils avaient bombé le torse. Avec un but de Papa Bouba Diop. C'est ce torse-là que le Sénégal ne sait pas bomber au bon moment. Or, le Cameroun, même quand il est au tréfonds, peut bomber le torse au moment venu. Et dans la compétition, il faut pouvoir bomber le torse. Lever la tête, même si c'est difficile. Et c'est ça le point mort. En tout cas, parlant du Cameroun, c'est pas aux Sénégalais que vous allez l'apprendre. Hein. Ils en savent quelque chose. Face à ces lions indomptables du Cameroun. C'est pour leur dire que trichez un peu de ce que vous avez observé avec les lions indomptables. Parce que ce bomber le torse appartient pratiquement aux lions. Les lions savent bomber le torse quand il faut bomber le torse. Et c'est ça le petit sursaut qu'il faut pour lever et traverser certains obstacles. Alors messieurs, et si on parlait maintenant de la succession de l'Allemagne, la Mannschaft reprend le trophée, il rentre en Allemagne, ou repart, met le trophée en jeu et quelqu'un d'autre le prend. Je pense que l'on ne saurait parler du football allemand sans toutefois, une fois de plus, s'appuyer sur son football jeune. Figurez-vous que l'Allemagne est pratiquement l'une des rares équipes qui a déjà l'idée de l'ossature de l'équipe qu'elle aura au mondial. On a d'ailleurs vu l'une de ces équipes, hein, parce que finalement on ne sait pas si c'était la B, la C ou la D qui a humilié le Cameroun à la Coupe des Confédérations. Donc comme pour dire que l'Allemagne c'est l'équipe qui depuis bientôt 20 ans est toujours dans le dernier carré. Pour moi, l'Allemagne est l'ultra favori de cette compétition. Pour moi, je la vois finir en finale pour moi. L'Allemagne? Oui, l'Allemagne a ses arguments, mais n'oublions pas que le Brésil qui va arriver là sera extrêmement revanchard. N'oublions pas ce qui s'est passé entre l'Allemagne et le Brésil au Brésil avec cette humiliation. Ça veut dire que quand le Brésil va venir, même s'il faut en découdre seulement avec l'Allemagne, il faudra le faire. Mais derrière, il y a aussi l'équipe de France. Il y a l'équipe de France qui a des arguments. Il ne faut pas oublier. Alors justement, Clément, dans les choix tactiques, le jeu que vous, techniciens de football, jouez souvent pour brouiller un peu les cartes, le choix du sélectionneur allemand d'amener une équipe quasi inconnue à la Coupe des Confédérations, ça avait quand même un rapport avec cette Coupe du Monde qui arrive? Pourquoi pas? Maintenant, il faut donc regarder la liste qui a été publiée, la comparer à celle qui était à la Confédération. Cette rescapée de la Coupe des Confédérations. Et la comparer avec la Confédération et voir donc quelle est la ligne, quelle est la continuité, quelle était donc l'optique. Et on voit que si à la Confédération, on réussit à sortir 7 joueurs sur 23 qui composent cette équipe de l'Allemagne, c'est pour dire que le foot, les projets sont très bien pensés. Regardons un peu Joachim Löw. Comment est-ce qu'il arrive sélectionneur de l'Allemagne? Il a été longtemps. Sur le banc. Longtemps. Le temps. Tel que ce que fait à l'heure actuelle Bellinga sur notre banc. Malheureusement, ce n'est pas un projet pour nous. Si c'était un projet, on aurait permis à Bellinga de continuer le travail et on le lui aurait dit. Mais bien sûr qu'il y a un projet. Oui, non. Le projet, c'est les pas le même. On n'a pas le projet. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Si on avait le même projet. Donc, vous voyez qu'il y a une continuité avec le sélectionneur. Il y a une philosophie de préparation avec la sélection. Et il y a un projet qu'on voudrait réaliser. Si l'Allemagne réédite, ça ne sera pas une surprise du tout. Si l'Allemagne ne réédite pas, elle aura au moins montré le chemin par lequel elle a
marcher pour arriver à l'endroit où elle sera arrivée. Donc, oui, l'Allemagne va venir avec des bras suffisamment costauds pour couvrir le trophée qui est déjà entre ses mains. Mais il y aura des challengers. Il y aura de véritables challengers qui, eux aussi, sont en train de bien se muscler pour aller à l'abondance. Lesquels voyez-vous, moi, par exemple? J'ai parlé du Brésil. Oui, j'ai parlé du Brésil, j'ai parlé même de la France. Il va d'abord falloir la France aussi. De Neymar, s'il faut parler du Brésil. Non. Vous pensez qu'il y a une Neymar dépendance Bien à sûr. la sélection? Bien sûr, et pas seulement au niveau de la sélection. Je pense que Neymar est celui-là qui peut à tout moment détruire tous les plans d'un entraîneur de football. Neymar, c'est celui-là que s'il lui il le veut bien, il peut pratiquement faire traverser l'équipe comme il veut, mais je pense qu'il va d'abord falloir essayer de le recadrer. Et si Neymar est recadré, je pense que je vais rejoindre le coach. N'est-ce pas un peu vrai là, quand on sait que la blessure de Neymar à la Coupe du Monde a pratiquement déstabilisé cette équipe brésilienne? Oui, la Coupe du Monde en 2014. C'est ce qui arrive lorsqu'on est dépendant d'un individu. Or, il faut bâtir le collectif tel qu'il puisse survivre à certaines situations. Quand on est autodépendant, c'est difficile. Mais il est préférable d'avoir une équipe solide avec un leader qui, de temps en temps, peut faire la différence. Et ce sera la même chose avec l'Argentine. Et je crains pour l'Argentine que l'état physique soit un pas de nature à permettre à Messi de porter cette équipe-là véritablement comme on souhaiterait qu'il la porte. Parce que il se trouve que malheureusement, une fois avec l'Argentine, on dira qu'il ne joue pas avec les mêmes personnes. Mais les autres font de la même chose. Quand Ronaldo va au Portugal, il ne joue pas avec les mêmes personnes. Quand Neymar va au Brésil, il ne joue pas avec les mêmes personnes. C'est vrai que bon, on va dire beaucoup d'entre ceux-là. Oui, il y a c'est coéquipier au Paris Saint-Germain. Il y a un cran. Non, disons que c'est bien d'avoir une star qui porte l'équipe. Mais maintenant, il faut que cette star ne soit pas je veux dire quoi, un poids supplémentaire pour l'équipe. Parce que par moments, c'est des sauts d'humeur qui font en sorte que les choses ne marchent pas. Des sauts d'humeur. Pas que la forme. La forme du joueur peut, à un moment donné, ne pas être de nature à lui donner la possibilité de faire ce qu'il a fait. Mais si c'est par saut d'humeur, si c'est par son tempérament, si c'est parce qu'il veut se mettre au-dessus de l'équipe. Non. En pareille circonstance, tout le monde se met en dessous de l'équipe et on soulève. C'est l'équipe qui doit être la star et les joueurs doivent participer à ce que l'équipe devienne la star. Malheureusement, sur le plan international, il y a des sélections qui ont des stars et qui sont obligés d'œuvrer pour ces stars. Et lorsque vous œuvrez pour ces stars qui ne participent pas à l'activité collective, l'équipe peut s'effondrer. C'est ce qui arrive de temps en temps avec des situations comme celle de Neymar. Et ce sera aussi la Coupe du Monde des grands entraîneurs de football. Didier Deschamps pour la France, Joachim Löw pour l'Allemagne, pour ne citer que ces deux-là, Désiré Diokam. Ouais, le Nigeria, attention. Le Nigeria aussi. Ouais, le Nigeria, je suis d'accord, mais aussi l'Égypte. Voilà. L'Égypte avec notre meilleur entraîneur sur le continent, Hector Cooper. Et nous espérons que ça ira. Aussi. Et si c'est du Sénégal, vous ne voyez pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a une continuité. Il y a une continuité. Vous voyez avec Cissé. Ça peut aussi être une Coupe du Monde, des révélations pour les Il a joué dans cette équipe. Il a porté cette équipe pendant qu'il jouait. Il est maintenant sélectionneur. Il traduit les espoirs qu'on met en lui. Et ça fait un peu longtemps que lui-même il tient là-bas. C'est quelque chose de bien. Au finish, on peut facilement lire qu'est-ce qui a fait problème, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est facile à voir parce qu'il y a de la constance, il y a quelqu'un qui donne de l'orientation. Or, nous, ce n'est pas la même chose. Parlant de nous, je pense que notre véritable problème, puisque nous sommes à 100% foot et on parle aussi de notre football, notre véritable problème se trouve, comme je disais tout à l'heure, au niveau de notre politique. Problème camerounais? Notre problème camerounais, puisque nous parlons de ça, nous avons un problème politique dans notre gestion. Si notre direction technique nationale ne décide pas de quel type de formation nous devons donner à nos footballeurs, je pense qu'on aura toujours cette difficulté-là. Vous croyez, Clément? C'est l'idéal.
Mais malheureusement, est-ce que nos textes accompagnent nos pensées? Non. Non. Est-ce que nos pensées sont soutenues par des textes? Non. Est-ce que nous faisons comme on fait partout? Non. À un moment donné, on vous argumente, le Cameroun, c'est le Cameroun. Pour vous dire, quand il faut sortir de la ligne, nous, c'est nous. Quand il faut rester dans la ligne, on peut ne pas rester. Donc, il y a des choses qui sont universellement faites et qu'il faut faire comme c'est fait universellement pour que l'on voit où est-ce que ça flanche, où est-ce que ça ne flanche pas. Par moment, on est obligé de déroger et de transgresser les pratiques. C'est pour cette raison que le Cameroun, par moment, se retrouve à être là. Or, tout le potentiel que nous avons, bien encadré, bien mené, nous ne serons plus au niveau de comment faire. Nous serons au niveau de qu'est-ce qu'il faut faire davantage pour lever à chaque fois le niveau. Parce qu'on peut lever le niveau. Mais maintenant, comme nous sommes des gens qui se contentent du petit peu, nous ne devons plus nous contenter du petit peu. Nous avons déjà 5 Coupes d'Afrique. Nous avons été 7 fois en Coupe du Monde. C'est largement suffisant. C'est de l'expérience qu'il faut mettre. Maturité. Oui, c'est de l'expérience et de la maturité. Il y a des chemins que nous avons déjà, sur lesquels nous avons déjà marché. Ces chemins-là ne doivent pas être nouveaux pour nous. Non. Vraiment non. Donc pour vous, il est inadmissible que dans la zone Afrique, par exemple, ou même de manière globale, qu'on parle d'une Coupe du Monde sans le Cameroun. Oui, véritablement. Véritablement. Un peu comme si le Brésil était absent d'une Coupe du Monde. Oui, le Brésil a été 21 fois à la Coupe du Monde. Depuis que la Coupe du Monde existe, le Brésil y va. Donc, et malheureusement, depuis que la Coupe d'Afrique existe, le Cameroun n'y est pas toujours allé. Même si le Cameroun talonne l'Égypte dans le palmarès. Non, nous pouvons, véritablement, quand je dis ça, ce n'est pas, je ne suis pas laudateur. Je n'aime pas laudation. Je dis les choses telles qu'elles se présentent, au risque de me tromper. Je suis un homme, je suis faillible. Mais, véritablement, il faut de temps en temps lancer ce cri pour que l'homme comprenne que nous sommes la véritable raison de notre situation. Ce n'est pas les autres du tout, c'est nous. Prenons notre destin en main. Nous, on a appris à faire, comment dire, à lier le bois au bois. Alors, si nous avons appris à lier le bois au bois, pourquoi on croit que c'est quelqu'un d'autre qui viendra lier le bois chez nous, alors que nous l'avons appris à le faire? C'est une manière de lier le bois chez nous, alors que nous l'avons appris à le faire. C'est une manière de parler de manière imagée pour dire que le savoir-faire, nous l'avons. Mais l'opportunité, malheureusement, on ne l'a pas toujours. Il faut que cette opportunité soit pour que l'on mette en pratique ce qu'on sait faire. Ce ne sera donc pas la première fois que les Camerounais vont regarder les autres jouer cette Coupe du Monde en 2006. Ah oui, c'était plus douloureux encore. Ça semblait plus douloureux parce qu'il y avait quand même une génération plus dorée que celle-là. Et puis l'évidence de la qualification était patente, à telle enseigne que lorsque sur le geste de tir au but, de pénalty plutôt, on passe à côté, nous tous nous sommes surpris. Le tireur en premier, et puis malheureusement, nous passons à côté. Et la petite probabilité très infinitésimale qui se présentait à la Côte d'Ivoire lui a donné la possibilité d'aller à la Coupe du Monde et nous sommes restés spectateurs. Donc c'est pour dire que véritablement, nous devons faire le pas qualitatif. Il faut faire ce pas qualitatif pour sortir de cette léthargie. Nous sommes plongés dans les léthargies et nous pensons que c'est les autres qui vont venir nous en sortir. Et après le pas qualitatif, restez dans l'excellence. Coup d'envoi de la Coupe du Monde Russie 2018. Le 14 juin prochain, la Russie, le pays hôte, sera face à l'Arabie Saoudite. On marque une autre courte pause. On parle du championnat de football professionnel du Cameroun. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Après donc 2 semaines de trêve, le championnat Elite reprendra les cités mardi. Les clubs de ce championnat vont s'affronter dans le cadre de la première journée de la phase retour qui sera en fait la 16e journée de ce championnat. On va découvrir les combinaisons des matchs de ce mardi. D'abord à Bafon, AS Matelo Douala qui va affronter la Panthère sportive d'Undé. Zumento qui a laissé pas mal de plumes lors de la phase aller de ce championnat et
Litutu à Fotuni, je veux dire à Bafon toujours, Lion blessé de Fotuni va affronter Bamboulette FC de Campbell, le leader PWD de Bamenda. PWD de Bamenda sera face à Avion FC Dunkam. Le canon sportif de Yaoundé, qui est deuxième au classement à l'issue de la phase aller, sera en déplacement dans le Septentrion, dans la Damawa, pour jouer contre l'université de Ngaoundéré. Voilà quelques affiches. Le Tonnerre de Yaoundé, qui a des difficultés pour revenir en première division, va faire le déplacement de Bamenda pour affronter National Polytechnique de Bambui et la Dynamo Football Club de Douala, qui est dans la zone de relégation. Va jouer contre la Renaissance de Ngomo ce mardi. Puis le dit de Bamenda, vous avez suivi la phase aller de ce championnat Elite 2, mérite son fauteuil leader. Bien sûr, et même nous savons très bien comment cette équipe de PWD s'est retrouvée dans ce compartiment-là, et surtout la préparation qu'a eu le président Pascal Aboundé, dont j'ai eu la chance d'en discuter avec lui. Il a mis un projet vraiment sur pied, il n'est pas là pour tarder. Il a dit la dernière fois qu'il est dans un championnat où il se bat contre des cadors, contre des gens vraiment musclés, et qu'il va tout faire pour emmagasiner le maximum de points lors de la phase aller. Et il a pratiquement atteint son quota, son objectif de la phase aller. Et maintenant, vivement que cette deuxième saison se dispute beaucoup plus, parce que c'est un monsieur qui est vraiment dans une optique de pouvoir amener cette équipe de PWD au plus haut. Une équipe qui est au bord de la relégation la saison dernière, hein, Clément, PWD de Bamenda. On l'a vu très en difficulté la saison dernière, à plusieurs reprises, à 2 doigts de la relégation. Et oui, et qui a rebondi sur ses erreurs pour se donner le moyen de ce que le jeune Jokam nous dit, parce que cette équipe, au finish à la phase aller, a réussi quand même 9 victoires. 4 matchs nuls et 1 défaite. Ça veut dire que c'est une équipe qui s'est donné les moyens en marquant 16 buts et en encaissant que 7. Ça veut dire que le capital offensif et la qualité du projet peut être reluisant. Ça lui donne la possibilité et la marge pour qu'en phase retour, où les matchs vont compter pratiquement double, hein, parce que ce sera au couteau, et de se redonner cette vigueur et rebondir. Une ville comme Bamenda mériterait mieux, mériterait bien une équipe en élite. Pourquoi pas? Et dans les années passées, il y en avait même jusqu'à 2. On a vu cette même équipe de PWD de Bamenda. On a même vu Kamar, ils étaient à un moment donné 2. Donc ça peut revenir. Donc si cette équipe a pris le chemin du retour, pourquoi pas? Kumbo Strikers, vous vous en souvenez? Oui, bien sûr, je me souviens de Kumbo Strikers, parce que quand j'étais à la Cadi Sport Academy comme John Cam, nous avons eu à jouer la Coupe du Cameroun à Bamenda à l'époque, que Dieu donné était adjoint de DT de l'époque, comment on l'appelle encore là, de KSA? Non, le DT technique. Monsieur Wansi Dominique. Il était avec Wansi Dominique. Ils nous ont battus 1-0 à Kumbo. Nous leur avons dit qu'à Douala, ils ne pourront pas. Et au retour, on leur avait réglé leur compte. Donc Kumbo, je connais. Kumbo a joué en élite. Et c'était véritablement une équipe qui avait de la ferveur populaire. Je me souviens de leur stade perché là avec la grande antenne tout autour. Pour respirer difficile. Voilà, c'était pas facile, mais Kumbo, véritablement, avec des grands joueurs, on a vu des joueurs qui sont partis de Kumbo. Il y avait un qu'on appelait pas, qui était teigneux à souhait. Donc le Nord-Ouest, Bamenda, Kumbo, pourquoi pas, mérite véritablement. Et si Bamenda PWD est en train de prendre le chemin de retour, nous pouvons que les encourager. Mais rappelons que le Nord de Sabel est bien une équipe en première division. Oui, Lyon Sport Academy de Bamenda. Le canon sportif de Yaoundé Désiré Djonkam, qui fait également une belle saison. En tout cas, jusqu'ici, la phase aller était quasi parfaite, même si vers la fin de cette phase aller du championnat Elite 2, le canon a laissé un peu échapper quelques points au profit depuis le budget de Bamenda. Mais canon a terminé la phase aller deuxième. Oui, si l'on est aussi précis dans le sens de la physiologie, l'on se rendra vraiment compte que c'était prévisible que cette équipe de canon de Yaoundé puisse perdre des plumes, parce que c'est l'une des rares équipes qui a utilisé uniquement 18 joueurs.
dans cette phase aller, ils n'ont utilisé que 18 joueurs. Donc, c'était vraiment épuisant et difficile de pouvoir enchaîner des matchs comme ça, enchaîner et de pouvoir progresser. Nous savons très bien comment des moyens de récupération sont mis dans notre football. Donc, pour moi, je pense que si cette équipe du Canon de Yaoundé se remet juste en place et là on organise bien ces petites choses, je pense que cette équipe ne va pas séjourner longtemps dans ce championnat. Et le Canon de Yaoundé qui va jouer son match de la 16e journée sans son entraîneur principal, le coach Ngwe, qui a été opéré avec succès de l'œil et on le souhaite prendre établissement à l'homme sec, c'est comme ça que vous l'appelez dans vos milieux d'entraîneurs. Oui, un aîné, un conseiller qui démontre depuis avec dextérité qu'il a de la qualité. Nous l'avons vu avec Stade Renard de Melon, qu'il a sorti d'un fonds bâtiment pour pouvoir l'amener au haut du tableau. Aujourd'hui, on peut se bomber le torse à Melon avec cette équipe de Stade Renard. On l'a vu repartir du côté du Canon et pour moi, ça ne me surprend pas déjà que loin du fait qu'il redescende au niveau, en tout cas qu'il reparte dans la compétition, il a été longtemps le détecteur KSA de la ville de Yaoundé pendant longtemps. Et si je peux vous dire que la venue d'Onkoulou, par exemple, à la l'Acadie Sport, a été sous son entremise, parce que lorsque nous allons en 2001 à Yaoundé pour le premier championnat de football des jeunes, c'est là où nous détectons Koulou, qui est ramasseur de balles tout terrain. Lui n'était pas en train de jouer, il jonglait le ballon, la manière de jongler nous a laissé voir qu'il y avait quelque chose de spécial. Il n'était pas en train de jouer. Et c'est comme ça que, par l'entremise de M. Ngoué, que je salue et à qui j'ai dit prompte guérison, on a réussi à faire venir Koulou à l'Acadie. Quand Koulou est arrivé un mercredi, il n'est plus jamais sorti. Il est sorti de Kadji pour aller à Monaco. Donc pour dire que c'est quelqu'un qui connaît bien le foot, le football de jeunes, le football de compétition. Et maintenant, fort de cette expérience, c'est un professeur d'éducation physique hors hiérarchie, je pense, et qu'il faut, il a beaucoup de la qualité, il y a beaucoup, c'est une ressource humaine de bonne taille. Quand nous avons besoin de nous ressourcer, c'est auprès de lui que nous allons. Et il transmet cette grosse expérience à ces jeunes joueurs du Canon de Yaoundé. C'est un des aînés qui ne manque. C'est pas. Je dis que quand on dit aîné, c'est qu'on n'est pas suffisamment poli envers lui. C'est un guide qu'il faut véritablement respecter et glorifier, ou ne pas glorifier, honorer quand il est encore avec nous. Il ne faut pas attendre que le pire soit arrivé pour qu'on commence à dire qu'il est un grand homme. Non. Ngoué Begele est un très bon entraîneur, un bon encadreur de jeunes qui sait donner les conseils, qui sait écouter. C'est très humble de votre part, Clément Zeko. Rassurez-vous, Désiré Dionkam pense de même de vous. Hein? Oui, non. Il faut transmettre. Quand on a reçu, il faut transmettre. Moi, hier, j'étais dans la posture de Dionkam. J'étais entrant dans la profession et ceux qui étaient devant moi, j'avais l'humilité d'aller vers eux, demander, m'abreuver, et ils avaient l'amabilité de me recevoir et de me transmettre. Aujourd'hui, j'ai transmis, demain Dionkam transmettra, et ainsi va la vie. Si ça s'arrête à vous, c'est que la connaissance n'existe plus. Or, vous savez que plus vous échangez la connaissance, plus vous en avez. Allez, parlons du championnat Elite One. Il n'y avait pas de match dimanche, comme c'est souvent le cas. Tout le monde a été laissé au repos pour célébrer la 46e édition de la fête nationale de l'unité. Mais le championnat reprendra de citer ce mercredi. Les 9 matchs au programme vont entièrement se disputer à Limbé à 15h30. L'Union sportive de Douala va recevoir l'Aigle Royal de la Ménois. Un match un peu peut-être déséquilibré, en ce sens que en cette phase retour de championnat, l'Union de Douala est sur une mauvaise spirale, 2 défaites d'affilée contre l'Aigle Royal de la Ménois qui, elle, est sur 2 victoires d'affilée en ce début de phase retour du championnat Elite One. Oui, disons que l'Union n'est pas entrée de plein pied dans la compétition comme on aurait souhaité, parce que cette Union, vers la fin du championnat, s'était donné de l'allant, était remontée pour pouvoir donner de l'espoir. Malheureusement, les 2 premières journées n'ont pas été favorables. Nous devons croire qu'ils se sont regardés en interne, ils ont corrigé ce qui ne va pas et maintenant ils vont aller à l'abordage. Mais n'oublions pas aussi que la jeunesse du groupe est
donne la réponse nécessairement. Hein. Parce que chez les jeunes, ça se dérègle très vite. C'est pour ça qu'il faut être très très vigilant et très très attentif sur les agissements. Les jeunes, c'est bon, il y a de l'enthousiasme. Le jour où ça passe véritablement bien, ils vous envoient aux anges. Et le jour où ça foire véritablement, vous-même, vous pouvez casser votre pipe simplement parce que ça n'a pas tenu le coup. J'espère que l'Union, ils le démontrent, qu'ils comprennent ce qui peut arriver à la jeunesse. Et ils ont montré preuve de patience, parce que depuis que les choses ne marchent pas très bien, on ne voit pas qu'il y a un affolement. Ça veut dire qu'ils savent où il faut poser le pied. Et nécessairement, il faut pouvoir poser le pied à l'endroit qu'il faut. Eh oui, certainement le code du câble sait, et avec les jeunes, il faut être très patient. Parlons parlons de l'Aigle Royal de la Ménois qui est sur deux victoires d'affilée depuis le début de la phase retour de ce championnat Elite One. L'erreur à ne pas commettre, c'est qu'après cette belle phase, qu'il y ait un faux pas. Je pense que le coach Mikreo Biwe sait vraiment où il se trouve. C'est une maison qu'il connaît d'ailleurs et a enclenché déjà 2 victoires. Je pense que ça donne du baume au cœur et ces joueurs de l'Aigle là savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent se maintenir en MTN Elite One. Donc pour moi, je pense que la pression est beaucoup plus du côté de l'Union de Douala puisque cette équipe de l'Aigle Royal vient d'enchaîner 2 victoires consécutives et celle de l'Union de Douala avec 2 défaites consécutives. Je pense que ce sera beaucoup plus difficile du côté de l'Union de Douala. Mais ça va se jouer au niveau du mental. Oui, ça va nécessairement se jouer au niveau du mental. Mais pour moi, je pense qu'il y aura match. Mais vivement, nous ne savons, je ne sais pas si on connaît déjà où ce match va se jouer. Parce que c'est difficile de savoir si ça va se jouer. La rencontre se dispute au stade annexe de la ville de Limé. Je pense que c'est un match qu'on ira vraiment regarder. Mercredi. Voilà. Union sportive de Douala, Aigle Royal de la Ménois, Bamenda, Union Sport Academy sera à la maison pour recevoir Stade Renard de Mélon du coach Choupo. Très heureux des performances de ces joueurs en ce début de phase retour championnat. Oui, il faut faire un témoignage à l'égard de cette équipe de Stade Renard de Mélon qui nous a ébloui lors de le premier match de la phase retour à Limbé, dans une organisation tactique qui a posé tous les problèmes à l'adversaire du jour et qui a laissé voir qu'ils maîtrisaient leur sujet. Et si d'aventure cette équipe peut continuer comme ça, il faut pouvoir compter avec elle. Et on a apprécié dans l'ensemble l'état d'esprit et même l'équipe qui avait perdu n'avait pas démérité dans la pratique, dans le jeu proposé. Mais c'est seulement que sur le terrain, il y avait une équipe qui s'était recroquevillée et qui, chaque fois qu'elle sortait, c'était pour mettre le venin. Par contre, l'Union, dans son tiki-taka, se perdait par moments parce que lorsque vous jouez, vous êtes obligé de libérer des espaces. Et là, chaque fois qu'ils avaient réussi à libérer un espace, c'est par là que le Stade Renard passait. C'est pour dire quoi? Je pense qu'ils ont montré un très bon visage. Il faut que cette équipe du Stade Renard de Mélon soit capable de reproduire ce que nous avons vu. Parce que véritablement, c'était très alléchant. Avec un numéro 8 au milieu de terrain, vraiment frêle à la limite, mais qui était une tête de lecture dans la réalisation du jeu, tel que à chaque fois, il avait posé de gros problèmes à l'Union en donnant les balles dans l'intervalle. Donc, quand vous avez un bon milieu de terrain qui peut vous mettre les ballons dans l'intervalle avec les appels que font les attaquants, véritablement, c'est de bonne facture. Anissé Bargafo et Bamuto Zobouda seront en déplacement à Yaoundé pour affronter Colombe du Sud. Colombe du Sud de l'ancien entraîneur justement de Bamuto Zobouda. Ce sera un match qui s'annonce très intéressant. Et Ding Sport de la Léquier avec son nouvel entraîneur Jean-Baptiste Bissek qui a une victoire et une défaite avec cette équipe de Ding Sport de la Léquier puisque Ding s'est imposé à la 18e journée et a été battu à la 19e journée de ce championnat Elite One. Et Ding va recevoir New Star de Douala.
À Pugès de Fou joue contre le leader Coton Sport de Garoua. À Loum, UMS affronte AS Fortuna de Yaoundé. Unisport du Onkam qui a recommencé à gagner va jouer contre Yafoot et Fethieu de Bandoun sera face aux Astres de Douala. Là-bas également, il y a eu des changements sur le banc. Clément Zeko, il y a l'entraîneur, le Congolais Maglar Fotila, qui est passé directeur technique, et son adjoint François Iya qui a repris les commandes de Fethieu de Bandoun, les commandes du banc technique. Oui, bon, disons que c'est un réaménagement. Nous devons croire que ça répond aux besoins internes. On sait aussi que vous connaissez bien la maison. Oui, si ça ne répond pas aux besoins internes, ça veut dire que les vieux démons qui hantent souvent, les vieux fantômes qui hantent souvent cette équipe se sont ressuscités. Et puis on risque de voir cette équipe qui est promue à être dans le haut de tableau. Pourquoi pas être champion? Parce que cette équipe, malheureusement, a des moyens qu'il faut. A en sa tête un homme plein de passion, mais qui malheureusement, dans l'exercice de sa passion, par moment, pose des jalons, parfois à l'envers, simplement parce qu'il voudrait traduire son bon vouloir sur le terrain. Or, il se trouve que du bon vouloir qui se manifeste en lui à la réalisation sur le terrain, il y a des étapes qu'il faut pouvoir franchir. Et comme ces étapes-là ne sont pas en sa possession, il a l'impression que les choses ne sont pas faites dans la bonne direction. Pour dire quoi? Véritablement, si le top management de cette équipe pouvait laisser l'aspect technique aux mains des techniciens, véritablement, l'équipe de Fethieu ne devait pas avoir beaucoup d'adversaires à sa hauteur dans ce championnat. Mais de temps en temps, le Fethieu tombe sur le fait de son propre poids. Ces matchs de la 19e journée de la 20e journée du championnat Elite One se disputent donc mercredi. Les 9 matchs au programme se disputent tous mercredi. Et on rappelle le programme du championnat, peut-être pas le programme, la date de la 16e journée du championnat Elite 2 ce mardi sur l'ensemble du territoire national. En tout cas, là où ces rencontres seront programmées. Alors, je vais vous dire merci à tous les deux d'être venus en plateau ce soir. Merci à vous, le coach du camp, d'être venu. C'est pratiquement moi le plus heureux et je souhaiterais dire que j'ai connu le coach Clément Zeko et le coach Richard Toa et le coach Alexandre Bellinga qui est aujourd'hui l'actuel entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Donc pour moi je pense que ça a été la meilleure formation de ma part de les avoir tous les trois et avoir aujourd'hui que tous les trois sont toujours là. J'aimerais bien vite me dépêcher pour qu'ils voient ce qu'ils ont semé mieux grandir. Et comme vous suivez leur pas, nous un jour on dira bien que l'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale de football et Lion indomptable du Cameroun, Désiré Diokam, fut à ses débuts sur le plateau de 100% foot. Merci aussi à vous Clément d'être venu ce soir. Merci à vous chers téléspectateurs d'avoir été nombreux à suivre cette autre édition de 100% foot. Merci à toutes les équipes techniques autour du réalisateur Emos Fongo, toutes les équipes techniques qui m'ont accompagné ce soir. N'oubliez pas, lundi prochain lorsqu'il sera 20h45, nous serons toujours en plateau. Au revoir. Tschüss.